est un petit pays, peu d'habitants, recevoir une telle masse, entre guillemets, de réfugiés d'un seul coup est très compliqué. Continuez à prier pour l'Arménie, pour les réfugiés du Haut-Karabakh, parce que nous n'avons plus aucune information sur ce sujet. La guerre en Ukraine, également. Voilà 3 conflits qui durent, mes amis. Réellement, il y en a plus, mais le temps me manque. Je ne peux pas tous vous les expliquer. La guerre en Ukraine. Et dans cette guerre qui a été, vous le savez, je pense, je l'espère, totalement artificielle, totalement créée, c'est un conflit qui a été créé dans le but de faire un manque. Quel est ce manque aujourd'hui? Pourquoi est-ce que nous payons l'électricité plus cher? Ukraine. Pourquoi nous payons l'essence plus cher? Ukraine. Pourquoi le paquet de pâtes est plus cher? Ukraine. Je ne sais pas, ils ne produisent pas d'électricité, ils ne produisent pas de pâtes, ils ne produisent pas de pétrole. Quelle est cette excuse? Tout le monde est passé maintenant dans l'oubli et nous acceptons de payer tout beaucoup plus cher et ce conflit n'est toujours pas résolu. Dans le cadre de ce conflit, la majorité journalistique s'exprime en parlant d'une agression militaire de la part de la Russie. Mais parle-t-on d'une agression militaire de l'Azerbaïdjan envers le Haut-Karabakh? Jamais. Ce sujet est passé aux oubliettes. Ce sujet est passé sous silence. C'est pour cela que je vous le rappelle aujourd'hui et que je souligne, attention, ouvrez bien vos oreilles, ouvrez bien grand vos yeux, soyez attentifs aux mensonges du monde. Alléluia. Deuxième sujet, Marseille, quartier nord. Je passerai, pourquoi je connais très bien ces endroits. Mort d'un enfant de 4 ans. Quel drame! Quel drame! L'avez-vous vu passer cette information? Toutes les semaines, il y a un enfant qui meurt. Soit une fusillade, soit un coup de couteau, soit un suicide, soit un incident. Il ne devrait plus y avoir ce genre d'incident. Comment est-ce possible? Cet immeuble qui prend feu, ces pauvres personnes qui viennent en France pour trouver un refuge et qui meurent brûlés. Ils étaient 9. 4 adultes, 5 enfants. Comment est-ce possible d'être à 9 dans un petit appartement comme celui-là? Que fait-on croire à ces personnes qui viennent de l'étranger en pensant quitter un pays qui leur fait du mal pour arriver dans un pays dans lequel ils meurent? Quel dommage, mes amis. Que font nos politiques pour cela? Eh bien, ils continuent à leur faire croire qu'il faut venir ici. Pourquoi? Pour vivre dans la misère. Je connais les quartiers nord et je sais ce qui se passe là-bas. C'est terrible. Il y a même, alors, j'ai essayé de le retrouver et je n'ai pas réussi. Il y a même un habitant qui témoigne et qui dit, c'est une honte, on fait venir ces gens-là, et quand je dis ces gens-là, malheureusement, eh bien, il ne veut pas les nommer. Mais ce sont des étrangers en situation irrégulière qui pensent réellement trouver un secours et qui viennent mourir. Il dit cela, il y a un exemple où ils sont 20 dans un appartement et ils se branchent parce qu'ils ne peuvent pas payer l'électricité, ils n'ont pas l'argent et ils n'ont aucun papier pour déclarer à EDF la ligne. Et puis de toute façon, dans ces quartiers-là, ça se passe comme ça. Ils ont été se brancher sur quoi? Tu as l'info, toi? Sur l'ascenseur. Sur l'ascenseur. Ils se branchent sur l'ascenseur pour alimenter un appartement de 20 personnes. Seigneur, l'avez-vous vu passer cela aux informations? Il est temps de faire quelque chose et de prier pour que le gouvernement prenne le pays en main. Soit nous aidons ces personnes-là réellement, soit nous leur disons arrêtez de venir, restez chez vous, vous serez bien mieux. Parce que cela crée un scandale et cela crée un malaise et un mal-être social. Parce que les habitants de ce quartier nord, je peux vous dire qu'ils sont tous le poing levé contre les habitants de ce pays et contre le gouvernement. Parce qu'ils se disent, pourquoi le gouvernement ne fait rien? Encore un enfant de 4 ans. Quelle misère, quel malheur. Prions pour ces familles-là. Prions pour que la consolation descende dans leur cœur et qu'ils trouvent une solution dans notre pays. Ils sont venus, ils sont là. Alors, trouvons une solution pour qu'ils aient du travail, qu'ils aient une vie digne et qu'ils ne soient pas à 20 personnes dans un appartement. Nous sommes un pays d'accueil et un pays riche. Cette situation-là n'est pas normale. Alléluia. Voilà pour la deuxième information. Le discours de politique générale de M. Attal. Oh, vous connaissez cette expression de langue de bois et ces politiciens qui disent tout et qui ne disent rien à la fois. Ce sont des comédiens, des artistes de cirque
et ils font des roulades et des cabrioles et des sauts arrière avec de jolis mots. Tout le monde applaudit, mais il n'y a aucun résultat et cela ne veut rien dire. Donc le discours de M. Attal, mini-moi de notre cher président, il souhaite une désmicarisation de la France. Quel beau terme. Que plus personne ne touche le SMIC. Mais qu'est-ce que c'est ridicule. Même si on augmente le SMIC à 4 000 €, tant mieux. Il y aura toujours des smicards. Qu'est-ce que ça veut dire? Oh, il parle bien ce monsieur-là, mais cela ne veut rien dire. Désmicarisation. Mise en place de travaux éducatifs pour les moins de 16 ans. Les mineurs qui sont multirécidivistes, on ne peut pas les mettre en prison. Des travaux éducatifs. Bon, eh bien, c'est-à-dire que ces personnes-là, on va les mettre dans des centres avec la clim, des belles peintures, pour les éduquer au travers de travaux. Cela veut dire quoi? Vous imaginez qu'ils vont, comme aux États-Unis, être avec le marteau-piqueur ou la pioche au bord des routes à ramasser le papier et qu'ils vont se dire « c'est très dur, je ne veux certainement pas aller braquer encore, je ne veux certainement pas continuer dans ma voie criminelle. » Mais c'est pas ça du tout. Les travaux éducatifs, on va les mettre dans des beaux centres sociaux et leur apprendre à taper un CV. Encore une mesure très bizarre. Mesure très courte qui est passée très très vite comme un serpent entre les jambes, n'est-ce pas? Ils souhaitent aller vers une loi qui aide à l'assistance au suicide, aide active à mourir. Chacun son avis, toutefois cela est quand même assez bizarre, il veut inscrire ça dans la loi, tout comme M. Macron qui a inscrit dans la Constitution le droit à l'avortement. Le droit à l'avortement fait déjà partie de la loi, chacun son avis là-dessus. Nous les chrétiens, nous avons en principe un avis bien tranché. Toutefois, il n'était aucune nécessité de l'inscrire dans la Constitution. Pourquoi a-t-il fait ça? Pour changer l'ADN de notre Constitution. Pour dire que déjà, dans le droit commun et dans ce qui constitue notre pays, nous sommes pour l'avortement. Cela est très bizarre. Posez-vous, mes amis, posez-vous les bonnes questions. La régularisation des médecins étrangers. C'est une très bonne chose. Nous avons besoin de médecins. Mais nos pays étrangers n'ont-ils pas eux aussi besoin de leurs propres médecins? Pourquoi ces médecins viennent ici? Si ce sont des vrais médecins, ils veulent soigner. Le serment d'Hippocrate, n'est-ce pas? Ils viennent ici pour un salaire. Très bien, ils ont raison, pourquoi pas? Ils viennent ici, ils ont des compétences, nous en avons besoin. Mais la question est, pourquoi tant d'étudiants en médecine, ici dans nos universités, pourquoi tant d'étudiants sont refoulés et n'arrivent jamais à obtenir le diplôme au bout de 8 ans, au bout de 9 ans? Le fameux numerus clausus, qui soi-disant a été clôturé en 2020, je vous le dis, est toujours actif. Et nous sommes obligés de faire venir des médecins de l'étranger, nous sommes obligés de dépouiller des pays qui ont certainement besoin, beaucoup plus que nous, de médecins. On les incite à venir ici. Et tout le monde applaudit. Voilà la politique de M. Attal. 30 000 logements sociaux sur 3 ans. Nous sommes allés sur Paris hier, j'étais étonné, stupéfait, bluffé de voir toutes ces tours d'immeubles vides. Ces tours destinées aux entreprises, ces tours de bureaux qui sont vides. Eh bien, s'il y a tant besoin de logements que ça, pourquoi ces tours sont-elles vides? Toutes ces résidences qui sont vides, tous ces squats, alors ils sont squattés, les pauvres, c'est parce qu'ils ne peuvent pas aller ailleurs. Pourquoi ne réhabilite-t-on pas tous ces squats? Qu'y a-t-il besoin de construire et de construire et de construire encore? On nous casse la tête avec nos voitures électriques, et d'un autre côté, on pollue avec du béton et du béton et du béton à tout va, et on bétonne les villes. D'un côté, on vous dit blanc, de l'autre côté, on vous dit noir. D'un côté, on vous dit économiser, de l'autre côté, on dit à certains, allez-y dépenser. Nous sommes dans un monde et dans une époque où nos dirigeants marchent sur la tête, complètement. La fin de la mobilisation des agriculteurs, et je vais terminer rapidement, puisque nous ne sommes pas là pour discuter des informations, n'est-ce pas, mais c'est utile. Eh bien, ils ont arrêté leur manifestation parce que, oh merci à ce projet de loi, comme M. Attal qui les a calmés avec de jolis mots et qui a dit voilà un projet de loi. Cela veut dire que c'est un projet. Donc il va falloir le faire passer au vote. La loi va forcément changer. Et cela ne va jamais arriver réellement. Mais le discours a plu. Projet de loi sur... Alors tenez-vous bien, là le discours est magnifique. Là j'admire, chapeau bas M. Attal. Inscription de la souveraineté alimentaire. Inscription de la France sur la liste de la souveraineté alimentaire. Waouh! Moi, je pense que nous allons être souverains
sur nos propres récoltes et qu'on ferme les frontières, on ne va plus acheter du maïs dans tout le monde entier qui fait venir par des containers la pollution, etc. On va arrêter ça. Non, non, pas du tout, mais pas du tout. La souveraineté alimentaire veut dire que nous optons dans nos lois et dans nos choix, dans nos politiques générales d'achat et de gestion, nous optons pour une alimentation saine et durable. Si le gouvernement dit le maïs qui vient d'Ukraine est sain et durable, alors nos agriculteurs français ne vont plus cultiver de maïs. Mais tout le monde applaudit et tout le monde dit « Waouh, c'est magnifique, nous sommes souverains au niveau de l'alimentation. » Quel joli terme. Renforcement de la loi Egalim. Oh, bravo, alors là c'est super, on va renforcer la loi. Mais cette loi Egalim est pour un équilibre des relations commerciales afin d'avoir une alimentation saine et durable. C'est pire que tout. Équilibre des relations commerciales. Si l'Ukraine a besoin d'argent et que nous en avons trop, si l'Ukraine a besoin de vendre du maïs et que nous en avons trop, alors nous arrêterons notre production et nous achèterons celui de l'Ukraine. Eh oui, sain et durable. Et tout le monde applaudit. Puis, alors là, ça va à l'encontre de toute logique, la pose du plan éco-phyto. C'est-à-dire, on peut rouvrir les robinets de tous les systèmes de pesticides et d'engrais qui étaient interdits. C'est une bonne chose. Toutefois, encore une fois, je prends l'Ukraine, je n'ai rien contre l'Ukraine, mais c'est un pays à proximité et en l'occurrence, il pratique toutes ces choses-là. L'Ukraine ne se plie pas à ces mesures, donc c'est pour cela que le maïs d'Ukraine est bien moins cher que le maïs de France. Au lieu de dire à l'Ukraine, on n'achète plus votre maïs tant qu'il y a du phyto dedans, eh bien non, le gouvernement dit, agriculteurs, je vous caresse dans le sens du poil, comme ça vous allez rentrer tous vos camions, vous n'en mettrez plus Rungis et Paris, et on n'entend plus parler de vous, donc on réouvre les robinets, vous avez le droit à nouveau de polluer les sols avec tous les produits phyto. Voilà mes amis, les dernières annonces gouvernementales, voilà les dernières nouvelles et le flash info qui peut-être ce matin était un peu long, je m'en excuse, je vous demande pardon, je m'en excuse.